Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Ici Mathieu, je suis en compagnie de William. Comme d'habitude, aujourd'hui, écoute, c'est gros épisode en perspective, là, dans le fond, William va nous présenter le contenu de son mémoire, mémoire qu'il a fait dans le cadre de son baccalauréat en nutrition. Oui, c'est un baccalauréat, mais on fait des trucs de maîtrise parce qu'on est cool comme ça. Donc, c'était un mémoire qui portait sur les différents suppléments nutritionnels qu'on peut prendre et leur effet sur la prévention des maladies du cœur, je crois. Mais William, c'est lui l'expert, celui qui a fait le travail, fait qu'il va pouvoir vous parler de ça en grand détail. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec nous. Si vous ne nous suivez pas, followez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Laissez-nous un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire si vous avez des questions, etc. Mais William, parle-nous donc de ça, là, ton projet. Comment c'était dans quel cadre de quel cours t'as fait ça, puis c'était quoi le but, comment t'as trouvé l'intérêt de faire cette Ouais. recherche-là? Parle-nous de Ben, ça, là. en fait, le cours, il chemine sur 2 ans quasiment, 2 ou 3 sessions en tout cas. C'est un cours, ça s'appelle Démarche scientifique. Donc, au départ, dans ce cours-là, on faisait il nous donnait des articles, on lisait les articles, on faisait la description, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ben là, vous êtes en mesure de lire des articles, vous savez comment analyser ça. Ben maintenant, vous allez écrire un mémoire ben, c'est pas un mémoire de maîtrise, comme tu as dit, là, mais c'est l'équivalent. Donc, ils appelaient ça le projet du mini-mémoire. Et donc, moi, le sujet que j'avais, c'était les maladies coronariennes. Et là, on évaluait les différents suppléments alimentaires qu'on pouvait prendre pour la prévention et primaire et secondaire des maladies du cœur. Nous, on a précisé, on n'a pas allé dans les maladies du cœur, on est allé dans les maladies coronariennes spécifiquement. On va y revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et on a évalué également l'effet de l'alimentation à base de plantes en prévention primaire et secondaire pour les maladies du cœur. Exactement. Donc, moi, mon superviseur pour ça, c'était Mathieu Ruiz, qui est un chercheur de l'Université de Montréal, qui est quand même assez calé dans plusieurs domaines vraiment spécifiques, là. Lui, vraiment plus dans les lipides de façon générale. Donc, maladie du cœur, ça se rejoint dans son champ d'expertise. Et donc, j'étais vraiment, on a eu la liste de choix qui est sortie, j'avais vu ce sujet-là sur les maladies du cœur, puis j'étais vraiment intéressé par ça parce que c'est quand même un truc qui est assez prévalent dans notre société. Donc, je me suis dit, ben, ça peut être quand même intéressant. C'est vraiment de la science fondamentale, mais ça peut quand même s'appliquer dans la société, dans le sens où la majorité, environ 50% de la population, utilise des suppléments alimentaires au quotidien. Fait que, tu sais, ça peut être pertinent de savoir si ça marche ou si ça marche pas dans ce contexte-là. Je me souviens quand on avait les choix de... Parce que dans le fond, c'était tous des choix qui étaient prédéterminés. T'avais plein de chercheurs de l'université qui proposaient des sujets. Puis après ça, on avait comme un tirage au sort pour pouvoir choisir notre sujet. Puis moi aussi, je l'avais vu, là, je l'avais en cible. Mais moi puis ma collègue, on s'est mis d'accord sur autre chose à la place. Mais ouais, je trouvais ça super intéressant. Puis Mathieu Ruiz, également, moi, je vais faire un stage avec lui au mois d'avril. Fait que je vais avoir l'occasion de travailler avec lui. Puis c'est ça, apprendre à mieux le connaître. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ça. Mais là, pour aujourd'hui, dans le fond, les suppléments en prévention des maladies coronariennes. Puis là, tu nous as parlé de l'alimentation végétarienne ou végétale. Ouais. Euh, Précise-nous, est-ce que c'est les deux Mhm. ensemble ou est-ce que c'est l'un Ouais. contre l'autre ou les deux? En tout cas, c'était quoi les Ouais, c'est comparaisons qui ça. étaient faites? Bon, ben, en gros, ça, c'est la section méthodologie. Donc, les études que j'ai utilisées pour ça, je vais répondre à ta question dans le large, mais on va répondre à ta question, là. Dans le fond, on est allé sur PubMed, puis on a pris des articles qui allaient de 2006 jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Puis on a utilisé principalement des études d'essais contrôlées, randomisées, puis idéalement ceux qui étaient plus récemment publiés, parce que dans le fond, Mathieu Ruiz nous avait remis une revue de littérature qui datait de 2018 du Journal, attends, je l'ai ici en anglais, là, Journal of American College of Cardiology. Fait que dans le fond, on avait une revue de littérature 2018. Fait que là, on voulait voir depuis 2018 c'était quoi les trucs qui avaient évolué, les différentes évolutions à ce niveau-là. Fait que c'est sûr qu'on a utilisé des études qui étaient plus récentes autour de 2020, 21, 22. Et donc, les termes de recherche spécifiques qu'on a utilisés, c'est vraiment par rapport aux maladies coronariennes, parce que maladies du cœur, il y en a beaucoup. Là, nous, on est allé avec les maladies coronariennes. Donc, il y a plusieurs mots-clés qu'on a utilisés, là, coronary heart disease, coronopathie, coronary artery disease. Donc, tous des mots qui réfèrent aux maladies coronariennes.
Puis pour ce qui est des suppléments comme tels, on a utilisé les multivitamines, donc de type Centrum, là, que tu as toutes les vitamines et minéraux dedans. Vitamine B12, vitamine B3, B6, B9 et vitamine D. Donc, en gros, c'est les vitamines du complexe B et vitamine D. Et finalement, pour ce qui est de l'alimentation à base de plantes, les mots-clés qu'on a utilisés, c'est plant-based diet, plant-based eating, veganism, vegetarian diet or vegan diet. Fait en gros, on a ratissé plus large pour être sûr d'avoir suffisamment d'études parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup déjà par rapport à l'alimentation à base de plantes. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis là, ben, en plus, il fallait préciser pour la prévention primaire et secondaire pour les maladies coronariennes. Donc, l'entonnoir se refermait, fait que fallait ratisser un petit peu plus large au niveau de l'alimentation à base de plantes. Mais quand on va parler des études comme telles, je vais préciser quel type de diète a été évalué là, dans le fond. OK, parfait. Puis pour ceux qui sont pas trop calés en médecine, en maladie du cœur, explique-nous donc c'est quoi une maladie coronarienne versus maladie du cœur. Ouais. C'est quoi le coronarien, ça veut dire, ça Ouais, vient de ça où part dans le de fond? où, cette histoire-là? Ouais. Dans le fond, là, les coronopathies, en gros, là, c'est la formation d'une plaque d'athérome qui résulte, entre autres, de concentrations plasmatiques élevées de cholestérol à l'hypoprotéine de basse densité qu'on appelle le cholestérol LDL. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a une artère, on a un vaisseau sanguin, et dans ce vaisseau sanguin-là, ben, il va y avoir de l'accumulation de plaques. C'est comme si on avait des résidus qui s'accumulaient. Ça, c'est des résidus, en gros, de cholestérol. C'est du gras qui s'accumule dans notre vaisseau. Puis à un moment donné, notre vaisseau, il devient plus rigide. Donc, il y a de la difficulté à faire de la vasoconstriction ou de la vasodilatation. Donc, ça, c'est notre capacité à notre vaisseau sanguin de soit réduire son diamètre ou l'augmenter. Puis en plus, ben, on a des résidus qui sont pris dans notre vaisseau. Donc, à un moment donné, ça bloque, il y a un caillot qui se forme. Et c'est là qu'on va avoir une maladie coronarienne, dans le fond, un incident coronarien qui va arriver. Puis quand on parle d'une maladie coronarienne, c'est que ça va affecter les artères coronaires. Ouais, Dans le fond, c'est les artères qui proche viennent du cœur. nourrir le cœur. Dans le fond, Mhm. c'est des toutes petites artères qui viennent envoyer du sang pour nourrir le cœur. Fait que là, si on a une artère coronaire qui est bouchée complètement, ben là, t'as une partie du cœur qui commence à mourir, dans le fond, puis qui est plus capable de fonctionner comme il faut parce qu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène qui se rend à cette partie-là. Donc, c'est très problématique, là, mais tu sais, quand on parle de quelqu'un qui fait un infarctus, euh, ben c'est un peu ça. Là. Au début, là, c'est que t'as une partie de ton cœur qui est plus bien oxygénée, là, qui commence à mourir, qui est plus fonctionnelle. Fait que là, on se sent pas bien. C'est comme dans le fond, basically, une crise cardiaque. L'étude, tes suppléments, la diète végétale, si tu cherchais à voir, tu sais, qu'est-ce qui permet de prévenir ça, diminuer le risque que ça se produise. Fait que je suis vraiment intéressé de voir là, qu'est-ce qui se passait là, Mhm. à propos de ça. Ouais. Donc, cette étude-là, c'est pas mal autour des suppléments aussi. Donc, comme je l'ai dit, on a étudié les vitamines B, vitamine D, multivitamines. Puis, dans le fond, j'aimerais ça commencer juste en disant que des périodes les personnes qui sont carencées en vitamines vont nécessairement bénéficier d'une supplémentation. Fait que juste commencer avec cette prémisse-là que si tu as une carence en vitamine B12, puis là qu'on arrive, on supplémente en B12, ben, tu vas avoir une amélioration de tes profils de whatever pour ta santé. C'est sûr que ça va s'améliorer. Je commence avec ça. Mais tu sais, dans notre société, c'est rare que les gens vont être carencés, à moins, tu sais, les gens qui sont plus vieux, qui vont être hospitalisés, qui ont des maladies quelconques. Donc là, à ce moment-là, ils vont arriver à l'hôpital, ils vont être hospitalisés, puis là, on va voir que vous avez une carence en magnésium, fait que là, on va supplémenter en magnésium, en potassium, whatever. Donc, les informations qu'on avait par rapport à ça, c'est que la revue de littérature de 2018 du Journal of American College of Cardiology, qu'est-ce que ça dit? C'est que la supplémentation en vitamines du complexe B, surtout les folates puis la B12, ça venait réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 10%. Donc là, je parle de maladies cardiovasculaires en général. On n'a pas spécifié pour maladies coronariennes. Puis, il y avait d'autres études qui montraient que des concentrations sériques de vitamine D étaient inversement associées au total des événements cardiovasculaires et à la mortalité cardiovasculaire. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est si on a plus de vitamine D dans notre corps, ben, on va avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires. Donc, ça, c'est ça qui ressortait un peu de cette revue de littérature-là. Euh, Puis après ça, ben, l'autre truc qui est intéressant de mentionner, c'est que plus que 50% de la population canadienne et américaine utilise au quotidien des suppléments.
Puis les plus populaires, c'est multivitamine, la vitamine D, le calcium et la vitamine C. Donc, tu sais, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars, donc c'est intéressant d'étudier ça, juste pour savoir si on se fait avoir dans le fond, là, tu sais. Après Ouais, ça, pour... j'en entends souvent parler là, de Big Pharma, là, puis que sont à l'argent, etc., puis que peu importe. Puis je pense aux États-Unis, le wellness, toutes les industries du wellness, là, tu sais, qui incluent les suppléments, qui incluent le fitness, j'imagine, qui incluent ce genre d'industrie-là un peu, là, tu sais, santé et bien-être, eh bien, c'est comme vraiment, vraiment plus gros que toute l'industrie pharmaceutique. Fait que c'est quand même surprenant qu'on va avoir des gens qui vous disent Ah, faites pas confiance à Big Pharma, puis ils vont vous vendre des suppléments à Ouais, la c'est ça. place. Ouais, C'est quand même incroyable. en tout cas. Mais il y a certains suppléments qui, oui, peuvent avoir certains bénéfices. Fait que je veux pas dire que tous les suppléments, c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. Il y en a plusieurs qui sont bons. Il y en a plusieurs également qu'il y a vraiment peu d'évidence qui prouvent qu'ils font quoi que ce soit. Mais là, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on va voir. Déjà, tu nous as dit, si on a une déficience dans quelque chose, ça peut être une bonne idée d'utiliser un supplément. Euh, Puis, comment que moi je ferais pour savoir si j'ai une déficience, là, tu sais? Ce serait quoi une manière pour moi, là, un jeune homme de 24 ans, là, au Québec, là, si je veux penser que, tu sais, comment je pourrais savoir que j'ai une déficience? Ce serait-tu possible? Eh boy, OK. C'est une question assez large. Moi, vite de même, j'aurais tendance à dire bilan sanguin. C'est là qu'on va tout voir les chiffres. Ça, c'est sûr, avec une prise de sang. Euh, mais sinon, juste comme ça, sans faire d'examen précis, ça serait de voir si on a des effets, tu sais, si dans notre santé, on a des effets néfastes qui sont en train de se produire, là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, par exemple, si tu as une carence en vitamine A, je pense que tu deviens aveugle ou partiellement aveugle. Donc, tu sais, c'est un exemple que, tu sais, si tu commences à moins bien T'as des voir, là, taches dans les yeux, ouais. ouais, ça Mais te fait là, une tache grise au milieu mhm. des yeux, puis tu vois juste le contour. Ben là, à ce moment-là, tu as sûrement une carence en vitamine A qui est vue dans certains pays, je pense, certains pays en Afrique où Ça peut arriver, ouais. il n'y a aucun produit qui est supplémenté en vitamine A, puis là, ils ont très peu d'aliments qui contiennent de la vitamine A, là. Mais tu sais, de façon générale, c'est ça. Si on a des effets négatifs sur notre santé, ben là, ça se peut qu'on ait une carence de quelque chose. À ce moment-là, consultez votre médecin. Puis si vous voulez vraiment comme trouver, aller vraiment optimiser votre santé, ben là, vous pouvez faire une prise de sang, puis avec un bilan sanguin, on est capable de pas mal tout voir. Test d'urine aussi, j'imagine, là. Ouais. Ben, moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que dans le fond, on est vraiment chanceux au Québec, au Canada, parce que c'est très rare qu'on va voir des carences, tu sais, fonctionnelles, là, tu sais, des carences qui vont vraiment nous donner des symptômes, là. C'est plutôt rare, là, parce que la plupart des gens, tu sais, trouver assez de nourriture pour avoir assez d'énergie, c'est quand même rare qu'on va pas y arriver, puis on a des systèmes d'aide aux gens si on a des difficultés. Puis aussi, la plupart de nos aliments sont, même ceux qui sont transformés, sont fortifiés. Donc, tous les micronutriments les plus importants, c'est vraiment rare qu'on va voir des carences. Est-ce que ça veut dire que tous nos niveaux de vitamines, de micronutriments sont 100% tout le temps optimisés? Probablement pas, mais tu sais, ça va être difficile d'être vraiment en carence. La prise de sang, c'est vrai que ça peut fonctionner, sûrement qu'il y a des tests qui existent. Par contre, en tout cas, ça a été mon expérience. Si vous voulez vous faire une prise de sang par votre médecin, euh, il ne voudra pas vous la faire sauf si vous avez des symptômes ou vous avez quelque chose. Il ne voudra pas vous la faire. Fait que si vous avez l'impression que vous avez des carences de quelque chose, vous avez des symptômes, quelque chose qui ne va pas bien, vous allez voir votre médecin qui va vous faire la prise de sang, ça c'est sûr. Mais sinon, à moins que vous êtes bon pour le convaincre, sûrement il faut aller au privé pour ce genre de prise de sang-là. Mais sinon, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est soit évaluer nous-mêmes ou aller voir un nutritionniste qui peut évaluer un peu nos apports nos apports alimentaires, puis il pourrait faire estimer à peu près si on a des risques de faire des carences dans certaines choses. Bien sûr, c'est pas parfait parce que même si sur papier je consomme assez de vitamine B, peut-être que j'ai une génétique ou une certaine condition au niveau de mon système digestif qui fait que j'ai de la difficulté à absorber tout ce que j'ai de besoin. Fait que moi, dans mon cas, peut-être j'aurais besoin d'en consommer plus. Ça va être difficile pour un nutritionniste de savoir ça sans faire de tests sanguins ou ce genre de choses-là. Mais si c'était le cas, probablement que j'aurais des symptômes puis que là, il y aurait des investigations plus profondes là, qui se passeraient à ce niveau-là. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Euh, fait que ensuite,
le gars, c'est pas son sujet, mais il est meilleur que moi, c'est incroyable. Fait que, Ben, pas meilleur que toi, là. en tout cas, après ça, l'alimentation à base de plantes, en gros, là, faire une description rapide, c'est une alimentation qui est principalement axée sur la consommation de fruits, de légumes, de grains entiers, de sources de protéines qui vont être plus végétales, donc les légumineuses, les noix, les œufs, dépendamment si vous consommez des œufs ou pas, du poisson, si vous en consommez ou pas, et des produits laitiers. Donc, ça va du véganisme le plus strict jusqu'au lacto-ovo, pesco-végétarisme, là. Fait que, Fait que qu'on pas de viande. inclut. Ouais, Peu en importe, gros, il n'y a c'est pas de pas de viande. viande, exactement. Donc, c'était ça les études principalement. Puis, il y a de plus en plus d'études qui font un lien entre ce type d'alimentation-là et une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça que notre superviseur nous a demandé de rechercher sur cette alimentation-là. Et également, je tiens à préciser que souvent, les études qu'on va regarder, c'est des études qui vont privilégier là, des patrons alimentaires qui sont sains. Là, tu sais. Fait que vraiment, y aller plus avec des fruits, des légumes, protéines végétales, peu ou pas transformés, des grains entiers. Donc, il ne va pas vraiment avoir d'aliments ultra transformés, riches en gras, en sucre raffiné, en sel. Donc, tu sais, déjà ça, on sait que c'est déjà un gros pas de l'avant là, si on veut réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, je tenais à dire ça avant qu'on commence. Fait que peu importe si on prend un supplément ou pas, on va Ouais, toujours demander de favoriser ça en premier. ouais, c'est ça, c'est ça. En gros, là, t'as comme sauté à la conclusion, mais ouais, c'est un peu Oups. ça. Mais c'est pas grave, mais Oups. c'est ça. Fait que dans le fond, TLDR, ouais, ouais. Fait qu'on va commencer avec les résultats de la vitamine B. Là, si tu veux ouvrir le document, là, je commence avec Kristen et je suis Hall. là. Donc, dans le fond, Kristen, Kristen et Hal. Donc, là, à partir de maintenant, là, c'est très geek. Là. Fait que, en gros, souvent, les études pour la vitamine B, la façon que c'est fait, c'est qu'ils vont combiner des suppléments. Donc, souvent, là, ça va être le protocole suivant 2,5 mg d'acide folique, qui est la vitamine B9, 50 mg de vitamine B6, 1 mg de vitamine B12. Et donc, ils vont regarder après ça les facteurs, les biomarqueurs d'inflammation, puis ils vont regarder s'il y a un dysfonctionnement endothélial. Euh, Fait que, mettons, par exemple, ils ça, vont par sur. curiosité, William, est-ce que Ouais. ça serait comparable à la quantité de chacune de ces vitamines-là que je retrouverais dans un supplément, tu sais, style une multivitamine, ou Ouais, si je c'est prenais souvent juste la même affaire, ouais. je prenais vitamine Ouais. complexe B, ça serait Tu vas équivalent à ça à avoir peu près, ça dans le fond. là-dedans, ouais. Ok, parfait. Ouais, souvent, c'est ça qu'ils font, là, c'est ce qui fait quand même du sens aussi, là, tu sais. C'est comme une dose qui n'est pas supraphysiologique, là, c'est juste comme une dose que tu aurais besoin à peu près de ça au quotidien, là, tu sais. Peut-être un petit Valide peu un plus pour être peu. sûr, là. Ouais. C'est quand même valide dans le sens que si tu dis vitamine B6, c'est bon, mais tu vas à la pharmacie, tu t'achètes ta vitamine, puis c'est même pas ça qu'il y a dedans, c'est pas la Ouais, bonne c'est ça. quantité, tu sais, c'est ça. Fait Ouais. que c'est quand même réaliste. Ouais. Si Souvent, on là, voulait tu es essayer autour ça. de 100% de la valeur nutritive, là, tu sais, pour Ok. les protocoles de vitamines. Souvent, c'est ça qu'ils font. Des fois, c'est plus pour tester des affaires, là, tu sais, mais je sais que pour la vitamine B, c'est autour de 100%. Là. Fait qu'ils vont regarder différents marqueurs. Comme là, souvent, un des marqueurs qui va revenir, c'est l'homocystéine. Puis pendant longtemps, ça a été considéré que si tu étais en mesure de réduire l'homocystéine, ben, tu es en mesure de réduire, par définition, le risque de maladie cardiovasculaire. Ça s'est avéré plus ou moins vrai dans le temps, dans le sens où aujourd'hui, on est en mesure de définir que si l'homocystéine réduit, c'est bon parce que c'est un marqueur d'inflammation qui est associé aux maladies cardiovasculaires, mais ce n'est pas le seul facteur. Donc, il y en a d'autres, comme par exemple la protéine C-réactive, interleukine 6, le fibrinogène. En tout cas, il y a une liste de marqueurs d'inflammation qui ont aussi un impact sur le risque de maladie cardiovasculaire. Fait que donc, souvent dans les études sur la vitamine B, ils vont supplémenter, mais ça ne sera pas concluant pour réduire le risque de maladie coronarienne. Mais souvent, ils vont réduire le risque, ils vont réduire la concentration d'homocystéine. Ok. Puis les gens qui supplémentent, c'est des gens de, tu sais, quelle population ou, tu sais, de. Dans la population de Kristen et Hall, c'était 300 femmes à risque de maladie cardiovasculaire d'un âge médian de 62 ans. Mais comme des Américaines, des Canadiennes, des Européennes. Ça va dépendre, mais souvent, ça va être, je te dirais que ça serait nord-américain, puis sinon, ça va être précisé dans l'étude. Là. Si c'est des Norvégiens, si Ok. c'est des Suédois, ça va être précisé souvent. Ok. Ouais. Puis des fois aussi, des Ben, fois j'ai une étude pour toi. notre origine ethnique aussi, ça peut avoir Ouais, il un va y avoir une impact différence. des Ouais. fois sur. C'est ça. Ben, tu sais, j'en ai une bonne pour toi. Là. Le troisième étude, le Lio et Al, là, dans le fond, ça a été fait sur une population adulte asiatique.
Et eux, c'est la seule étude, en fait, dans le complexe des vitamines B qui a été concluante. Et la raison OK. principale pourquoi, c'est que ils ont amélioré leur profil triglycérides, cholestérol total. Donc, tout le profil lipidique était vraiment amélioré beaucoup. Et donc, ça leur réduit le risque de maladie coronarienne. Puis pourquoi ils ont remarqué ça? C'est qu'ils ont supplémenté en vitamine B9 et en Chine, ou en tout cas en Asie en général, mais là, dans cette étude-là, ils parlaient de la Chine. Il n'y a pas de supplémentation qui est faite en vitamine B9 dans les aliments. Il n'y a pas de fortification qui est faite. Donc, chez cette population-là, il y avait une carence en vitamine B9 pour une majorité des gens. Et donc, quand on est venu faire un protocole de supplémentation, ben là, c'est incroyable. Ils ont réduit leur risque de maladie coronarienne. Puis ils ont amélioré leur profil lipidique aussi en même temps. Donc, ça veut dire que c'était ma prémisse de départ, c'est que si on a une carence en un certain micronutriment, ben, si on vient supplémenter, ben là, ça va avoir des effets positifs sur notre santé. Ça, c'est intéressant parce que la vitamine B9, qui est le folate ou l'acide folique aussi, là, que au Canada, ça va être, je pense, toutes nos céréales ou toutes nos farines vont être supplémentées, les farines raffinées, là, parce qu'on le retrouve dans les grains entiers. Ça va être supplémenté en folate. Puis, il me semble que j'ai entendu dire ça, là, qu'il y a une, tu sais, la gang de morons un peu aux États-Unis, là, qui sont, tu sais, qui veulent enlever toutes les affaires dans la bouffe là, parce qu'ils pensent que c'est du poison. Là. Ça a l'air que le folate, ils ont ciblé ça, là, qu'il faut l'enlever Hum, parce que c'est problématique. hum, Puis c'est quand même drôle parce que tu sais, nous autres, on apprend dans nos cours que c'est important justement pour les femmes tu sais, d'âge reproductif là, qui veulent avoir des enfants ou tu sais, qui pourraient tomber enceintes. S'ils veulent si tu as une carence en folate, c'est vraiment pas bon pour le développement du fœtus. Puis là également, on voit que si tu as des carences en vitamine B9, ça peut augmenter ton risque de maladie du cœur ou en tout cas ça peut affecter tes lipides sanguins. Fait que, en tout cas, c'est intéressant, mais au moins nous autres ici, c'est supplémenté. Puis également aussi, ça me fait penser, tu sais, la plupart des vitamines B, si je me trompe pas, c'est quand même présent dans la viande. La plupart, là. La B9, pas sûr, mais toutes les autres, tu sais, la B12, la mhm. B1, tout ça. Fait que, tu sais, si on a une population peut-être nord-américaine qui a plus accès à ça puis qui en consomme plus, ça pourrait aider à ce côté-là. Mais je serais curieux de la comparaison avec la diète végétarienne parce que là, on va, tu sais, perdre peut-être de la vitamine D potentiellement si on consomme moins de viande, mais on va consommer potentiellement aussi moins de gras saturés et, tu sais, Mm. d'autres choses qui peuvent être potentiellement dans la viande, qui peuvent augmenter les risques de maladie du cœur. Fait que je serais curieux de savoir la différence entre les deux si tu avais une étude là-dessus. Ouais, ben ça, c'est à la fin du mini-mémoire. Là, on va parler plus Ok, de c'est à la fin. l'alimentation. Ok, mais là, Ouais, moi, je vais aller trop vite. Moi, j'ai trop de. ouais. Mais oui, on va répondre à cette On va question-là, c'est voir sûr, ça là. après. Ok. Mais en gros, il y avait plus de bénéfices associés au fait de comme enlever la viande. Puis encore là, tu sais, c'est très. Des fois, là, c'est impossible d'avoir 100% de nuances dans toutes les études. Mais de façon générale, de retirer, par exemple, les viandes rouges, les viandes plus transformées, il y avait plus de bénéfices à faire ça. Mais je comprends ce que tu veux dire que, par exemple, dans le steak, ben, tu sais, tu vas avoir beaucoup de vitamines du complexe B. Là. Mais tu sais, on est quand même en mesure, dans une alimentation nord-américaine, d'aller chercher notre vitamine du complexe B ailleurs que juste dans le steak, Ouais. par Puis exemple. on a des multivitamines aussi. On Fait a que. des multivitamines qui existent, puis on a la fortification de plein d'aliments de base. Tu sais, juste avec la farine, c'est comme. C'est vraiment difficile d'avoir une carence en vitamines du complexe B. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'en ai une bonne pour toi, Mathieu. Une autre étude de Albert et Al. euh, Ils ont fait le même protocole, là, vitamine B6, B9, B12, les quantités comme j'ai dit tantôt. Puis là, dans le fond, ça a été fait sur des femmes à haut risque de maladie coronarienne parce que euh, ils faisaient tout de l'hypertension artérielle, IMC de 30 et plus, consommation de tabac, cholestérol Ils sont en élevé, prévention diabète. secondaire, ce que je vois qui est écrit aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'était en Fait qu'ils prévention ont secondaire. Fait qu'il y avait prévention déjà un secondaire. événement, un, Exact. un- un événement cardiovasculaire. Donc là, à ce moment-là, on était comme, OK, ben là, on va essayer de vous donner de la supplémentation pour voir si ça peut réduire votre risque d'avoir une récidive. Puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il y a une réduction, comme je parlais tantôt, de l'homocystéine, qui est un des facteurs de risque, a réduit 10%, mais il n'y a eu pas de réduction du risque cardiovasculaire global. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a l'aspect multifactoriel associé aux maladies cardiovasculaires. Donc, même si on a donné de la supplémentation en vitamine B, ça fait longtemps, dans les années, je pense, 70, qu'ils ont commencé à établir le lien entre on donne des vitamines B,
puis on réduit l'homocystéine, mais là, on voit que le risque total, il n'est quand même pas réduit. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le tabac, ça a un impact, le cholestérol élevé, ça a un impact, le diabète, l'hypertension, l'IMC, tous ces trucs-là rentrent en ligne de compte dans le risque de maladie cardio. Puis, laisse-moi, tu sais, peut-être hypothèse de ma part, peut-être aussi. Tu sais, même si, mettons, la vitamine de complexe B, ça a un impact sur la prévention de maladies cardiaques, tu sais, je pense pas que c'est la chose qui a le plus d'impact potentiellement à travers toutes les autres choses que tu as nommées. Tu sais, là, on parle de quelqu'un qui faisait de l'hypertension, qui avait de l'obésité, qui avait du consommation de tabac, du diabète même aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on sait très pertinemment que c'est très, 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 très corrélé, causatif dans des maladies cardiaques. Puis là, on parle de donner un supplément de vitamine B, puis tu sais, c'est après qu'ils ont déjà eu un événement. Donc, si la vitamine B, ça avait un impact, d'après moi, on le verrait plus sur, tu sais, des gens qui, tu sais, sur une plus longue période de leur vie, il y aurait une carence, mettons, en vitamine B versus des gens qui tout au long de leur vie, il n'y en aurait pas eu, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ben, mettons la population chinoise qu'on parlait tantôt, qui est carencée en Peut-être, vitamine ouais. B9, par exemple, tu sais, si eux, on leur donne une supplémentation, là, on va aller chercher plus de bénéfices, là, tu sais. Parce que notre point C'est de ça. départ, il était plus bas, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, il y a aussi des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires que, tu sais, oui, c'est un facteur de risque, mais le nombre de temps que tu as été exposé à ce facteur-là durant ta vie va aussi affecter le risque. Dans le sens, mettons qu'on prend la consommation de tabac. Si je fume une cigarette aujourd'hui, est-ce que j'augmente mon risque? Oui, mais c'est comme presque nul. Sauf que si je fume un paquet de cigarettes par jour pendant 30 ans, là, je viens de faire un méga impact sur mon risque. Fait que tu sais, c'est comme Puis tu sais, si je fume un paquet par jour, mais pendant un an, ça va peut-être avoir un impact, mais ce sera pas aussi gros que pendant 30 ans, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, si j'ai une carence en vitamine B, peut-être que ça a un impact, mais si j'ai une carence pendant une semaine, parce que pendant une semaine, j'ai moins bien mangé ou j'ai mangé de la scrap qui contenait pas de vitamine B, peut-être pas trop grave, mais si pendant toute ma vie, j'étais chroniquement déficient en vitamine B, ben là, peut-être qu'il y a plus de chances que ça cause problème. Je sais pas si tu es Mhm. d'accord avec moi. Ouais. Peut-être que Ben, c'est. il y a des fortes chances que que, que ce que tu avances C'est soit ça. vrai. Puis après ça, ces gens-là seraient vraiment. Il y aurait un impact. Là, si on leur ferait de la supplémentation en vitamine B, là, vraiment, eux, il y aurait un gros avantage à faire ça. Mais après ça, tu sais, même la personne que tu dis qui fume pendant 30 ans, même si tu donnes des vitamines du complexe B, c'est pas ça qui va réduire le risque, on s'entend. Là. C'est ça. Puis tu sais, plus que tu mets des chances de ton côté, plus qu'après ça, ça commence à avoir la peine. Tu sais, quand on parle des suppléments, souvent, là, puis vis-à-vis de l'alimentation, tu sais, on dit tout le temps tu sais, habituellement, là, on n'a pas vu toutes tes études encore, mais habituellement, on va toujours dire de mettre plus d'emphase sur l'alimentation de base, puis une fois que ça, c'est tout organisé, une fois qu'on a des bonnes habitudes de vie mis en place, ben là, peut-être qu'on va pouvoir mettre un supplément puis peut-être voir une petite différence de plus. Sauf que si on a plein de facteurs de risque comme la consommation de tabac ou le diabète ou peu importe, puis que là, on rajoute un supplément, ben peut-être qu'il y a un effet bénéfique, mais cet effet-là est tellement petit que dans toute la piscine de facteurs de risque négatifs, c'est comme un verre d'eau, tu sais. Mhm. Ouais, exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis ça s'applique également dans mon mini-mémoire. Donc, en gros, on peut déjà aller à la conclusion, finir le podcast là. On va L'alimentation, continuer. c'est winner. Ben, en tout cas, on est en nutrition, on le sait. Là. Ouais. Fait que l'alimentation, c'est ça qui est toujours plus winner comme changement. Puis la supplémentation, ben, ça peut avoir un impact, là, tu sais. Fait que c'est ça. Comme tu sais, euh, la, c'est ça, la seule étude qui était positive, c'est ça, c'était des gens qui étaient carencés en vitamine B9, là, la population asiatique. Mhm. Puis eux, c'était en prévention secondaire. Il y avait déjà eu maladie coronarienne. Puis là, c'est des gens qui avaient. La situation s'était comme stabilisée. Puis là, ils ont donné la supplémentation. Puis là, ça a amélioré le profil lipidique. Donc, tu sais, on sait qu'une amélioration du profil lipidique, ça, c'est un bon lien vers la réduction du risque de maladie coronarienne. Mais sinon, les autres études, c'était pas mal tout non concluant dans le sens où il y avait d'autres facteurs de risque qui rentraient en ligne de compte. Souvent, ils réduisaient le taux d'homocystéine, mais tu sais, le risque total de maladie coronarienne n'était pas réduit. Donc, au final, ben, Il la était pas supplémentation ne servait pas réduit à ou si, grand-chose. ou s'il était réduit, on n'était pas capable de le capter. On n'était pas capable de capter ça dans l'étude C'est ça. Ben, c'était le comme degré de considéré non différence. significatif. C'est ça, exactement. Mhm. OK. Fait que ça, c'est pour la Ouais. vitamine B. Mais honnêtement, dans toutes celles que tu avais nommées au départ,
c'était elle que j'avais comme le moins l'impression que ça allait faire une si grosse différence. Fait que je suis vraiment plus intéressé, par contre, à la vitamine D. Je sais pas si tu voulais passer à celle-là, Ouais. ou si tu avais Ouais. d'autres choses à dire par rapport à la vitamine B. Non, c'est ça, on s'en allait vers la vitamine D. En gros, là, je sais pas si t'es optimiste face à la vitamine D, mais pour ce domaine-là, précisément, ça sert absolument à rien. Ok, Euh, il y straight avait up. comme. Ouais, ben, il y avait des liens qui ont été faits par le passé. Dans le Journal of American College Cardiology, il y avait eu un lien qui avait été fait. Mais de façon générale, il y a une étude qu'on a trouvée de 2023 sur une population de 21 000 Australiens âgés de 60 à 84 ans, donc une population plus âgée, sur une durée de l'étude qui était de 5 ans. Eux, ça a été concluant, ça a réduit l'incidence d'infarctus du myocarde et de revascularisation coronarienne. Donc, ça, c'est la seule étude qui était comme positive. Puis sinon, les autres, ben, qui étaient concluantes, en fait, là, puis toutes les autres études, c'était le même principe qu'on dit depuis le début, c'est que c'était comme un facteur qu'on venait d'ajouter. Tu sais, on venait d'ajouter une supplémentation en vitamine D, mais tous les autres facteurs de risque, ils étaient comme plus importants que la supplémentation. Et donc, la supplémentation ne servait pas à grand-chose pour ce domaine-là spécifiquement. Puis, souvent, là, mettons, là, les quantités qui étaient données, c'était, mettons, dans le Virtanen et Hall en 2022, ils donnaient un groupe qui avait un placebo, le deuxième groupe qui avait 1600 unités internationales par jour, puis l'autre qui avait 3200 unités internationales par jour. Donc, c'est des quantités là, vraiment élevées, dans le sens où les suppléments, par exemple, de Jameson, c'est 1000 unités internationales. Puis, je pense que les apports qu'on doit avoir dans une journée, c'est environ 800, je pense, unités internationales par jour. Ça dépend de l'âge, Ça puis ça dépend de dépend de l'âge. plusieurs choses, là. Je pense que Santé Canada, ils disent 400, mais comme, ça, c'est le minimum pour pas mourir, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est Ouais, peut-être pas optimal, là, mais ouais. oui. Puis aussi, la vitamine D, ben, c'est la vitamine qui est synthétisée avec le soleil. Donc, pour la période, si vous êtes au Québec, la période du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, vous pouvez juste aller dehors au soleil pendant 5 à 30 minutes, puis vous allez synthétiser votre vitamine D. Puis pendant la période hivernale, c'est pour ça qu'on recommande de prendre un supplément de vitamine D, entre autres pour la santé osseuse, puis pour le système immunitaire. Mais pour ce qui est de réduire le risque de maladie coronarienne, soit en prévention primaire ou secondaire, il n'y a pas vraiment d'impact. Puis là, c'est ça, avec des quantités de 1600 unités internationales. Là, on avait un groupe qui était à 3200. Euh, Écoute, là, il y a des groupes là, qui ont donné 200 000 unités internationales pour un mois. Puis cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que c'était plus efficace de donner des petites doses de manière quotidienne qu'une grosse dose pour un mois. Fait que, mettons, pour les gens à la maison qui veulent prendre de la vitamine D, ben, vous êtes mieux de prendre votre petite pilule à chaque jour de 1000 unités aux 2 jours, là, je sais Puis quand pas. tu dis que c'était plus efficace, c'est dans le sens que l'effet sur les taux sanguins de vitamine Ouais, D, sur les taux sériques de il vitamine était, D, c'était c'était plus mieux. élevé. Ok, Ouais. Fait que ça c'est bon dans le sens où on sait que la vitamine D, ça a des effets positifs pour la santé osseuse puis le système immunitaire, là. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, ça peut quand même être intéressant, là. effectivement. Attends, là, j'avais Mais, juste mais l'autre pour les étude là, qui maladies était pour les positive. maladies du cœur, dans le fond, c'est plutôt non concluant, dans le sens que ça n'a pas un effet négatif, mais quand on compare avec un Ah, placebo, attends, je l'ai, on ouais. n'est pas capable de voir une différence significative entre les deux. Mais la vitamine D peut être intéressante pour la prévention de l'ostéoporose, là, si on veut avoir des os forts, puis également pour le système immunitaire, ça peut être intéressant aussi. Puis pour plein d'autres fonctions du corps, c'est une vitamine qui est essentielle. Fait que surtout durant l'hiver, ça peut être intéressant. Aussi, si on est quelqu'un qui est un athlète là, qui dépense beaucoup d'énergie, qui est très sportif, ça peut être intéressant aussi de la vitamine D, potentiellement au niveau de la performance, d'en consommer un peu plus. Puis aussi, ça peut aider pour le système immunitaire, pour la récupération potentiellement. Fait que pour ces gens-là, ça serait aussi pertinent peut-être de l'utiliser. Puis j'ai trouvé là, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'étude de Thompson et Hall de 2023 qui était concluante pour l'utilisation de la vitamine D. En gros, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça leur réduit le risque d'incidence d'infarctus du myocarde et de revascularisation coronarienne. Puis ça, c'était les patients ils utilisaient et la vitamine D, mais combinée avec des statines. Donc, c'était plus les statines qui faisaient,
qui avait l'effet principal, puis la vitamine D venait juste compléter cet effet-là. Versus au début de l'étude, ils n'utilisaient pas des statines. Donc, c'était principalement ça l'effet, moi, je pense, là. Mais si on fait statine plus vitamine D versus juste statine. En gros, ceux qui utilisent des statines puis qui combinent avec la vitamine D, ça a quand même un effet positif de plus Ok, que ceux qui font juste prendre des statines. On sait que intéressant. ça. Ouais. Fait que, ouais. Donc, en gros, ça peut avoir un léger effet positif. Puis on sait que la vitamine D, ben, ça a des effets positifs pour d'autres affaires, pour votre santé. Donc, ça peut être intéressant d'en prendre quand même. Bon, es-tu prête pour les multivitamines? Oui, multivitamine, moi je prends ça. Moi, dans Let's ma go. tête, c'est bon, ça complète, tu sais, Ça si j'ai complète manqué toute la vie. d'un minéraux ou d'une vitamine, là, je vais être correct parce que j'ai pris ma Bon, multivitamine. ouais. Fait Fait que là, que moi, je me dis, ça va prévenir les maladies, qu'est-ce que t'en penses? ouais. Ben, généralement, c'est 50-50. Fait qu'il y a la moitié des études qui sont concluantes, l'autre moitié qui sont non concluantes. Mais ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on cherche à évaluer comme tel, parce qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans appliquées, là, Ouais. tu sais. Par Puis la exemple, population sur laquelle tu le fais, ça doit oui, être aussi, c'est vraiment ça. une grosse différence aussi. Par exemple, on va passer en revue les études, là. La première, Isakov et al. De 2018, ils donnaient une multivitamine classique, là, une par jour. Population de 120 personnes russes, dans le fond, qui étaient âgées de 40 à 70 ans, principalement des femmes. Durée de l'étude, 8 semaines. Ça a été concluant. Ça a amélioré plusieurs marqueurs sanguins, mais on a remarqué que cette population-là avait une faible consommation de fruits et de légumes. Donc, encore là, on peut supposer que cette population-là était carencée en certains micronutriments. Donc, quand on est venu donner la supplémentation, ben, ça a amélioré leur santé. Fait que si moi, je suis quelqu'un qui aime pas les fruits et légumes, je prends la multivitamine, Ouais. et voilà, tout est réglé. Pas besoin de manger de fruits et légumes. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on viserait, on viserait que la personne mange des fruits et des légumes, là. Je pense pas que c'est aussi simple que ça, là. Mais, ouais, tu sais, ça peut être une alternative, ça, c'est sûr, là, à ce moment-là. Fait que c'est moins pire que pas prendre rien, Je pense que mais ouais, c'est ça qu'il faut je dire, ouais. pense qu'il y a quand même des bénéfices qu'on peut aller chercher dans les fruits et légumes qu'on pourra pas aller chercher Ouais. dans la multivitamine. Sûrement que la multivitamine va nous donner des minéraux, des vitamines qu'on n'avait Mais pas. ça t'amènera pas la régularité, par exemple. Tu n'auras Ça pas nous les amènera pas fibres, les tu sais. fibres, ça nous amènera pas tous les phytonutriments, les Ouais, c'est ça. antioxydants là, qu'on parle souvent, là, que potentiellement sont bénéfiques pour la santé. Euh, ouais. Hmm. Fait que c'est ça. Euh, Sinon, il y a d'autres études. L'autre étude, on va parler des études qui ont été concluantes, là, parce que c'est ceux-là qui sont intéressantes. Il y a une étude de Schwing-Shackle, revue systématique de 2017. Dans le fond, euh, eux, ils ont évalué le risque de maladie cardiovasculaire ou le risque de mortalité cardiovasculaire. Puis, eux autres, ils ont évalué différents types de suppléments. Donc là, il y avait des multivitamines, mais il y avait aussi des suppléments juste donnés séparément. Puis, ils ont marqué que les suppléments de vitamine E sont venus réduire significativement le risque de mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est quand même intéressant. Et même chose avec l'acide folique. L'acide folique, vraiment, là, dans beaucoup d'études, on retrouve que ça vient réduire le risque de maladie cardiovasculaire. Dans une autre étude, on parle que ça vient réduire le risque d'AVC. Donc, acide folique, pour de vrai, là, c'est vraiment important de ne pas être carencé dans ce nutriment-là. On a parlé aussi pour les femmes qui sont enceintes, aussi pour le développement de l'enfant, là, mais Même de façon avant d'être générale, enceinte, ouais, même c'est avant, ça. même avant aussi. Mais ça, la folate, la vitamine B9, vraiment importante. Sinon, une autre étude, le Can et al. De 2019, qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude-là? C'est un truc que je n'ai pas parlé vraiment dans mon mini-mémoire, à part que dans cette étude-là, mais on parlait de supplémentation d'oméga 3. Donc, 1 à 4 grammes d'oméga 3 par jour. Puis là, se sont rendus compte que ça, c'était associé à une réduction du risque d'infarctus du myocarde et de maladie coronarienne. Donc, c'est ça. Parce que c'est qu'est-ce qu'on considère des bons gras, dans le fond. Là. Je ne sais pas si tu veux parler un peu d'oméga 3. Fait que dans le fond, on a observé une diminution du risque avec les oméga 3, puis c'était Ouais. combien? La réduction en pourcentage, c'est pas mentionné. Je ne l'ai pas dans mon Mais texte la, là. mais la quantité d'oméga 3 par jour. Ah, entre 1 et 4 grammes par jour. Puis je pense que par jour, la recommandation, c'est autour de 2 grammes, ça se peut-tu? Dans le fond, moi, ce que je connais, tu sais, je sais que les oméga 3, c'est des acides gras essentiels qu'on a besoin dans notre alimentation, dans le fond, juste pour survivre.
Mais si on consomme une certaine quantité de gras par jour, là, ça n'en prend pas tant que ça. Là. La plupart des gens consomment assez de gras, ben, il va y avoir des traces d'oméga 3, c'est presque certain dans tout ce qu'on va manger. Fait que être carencé en oméga 3 pour causer des problèmes, mettons, pour le fait que j'en sois malade, c'est très peu probable, là, à moins que je sois en malnutrition, grosse malnutrition. Euh, Par contre, on sait que des oméga 3, c'est des bons gras qui, la consommation de poissons, justement, ça va être bon pour la santé, là. C'est corrélé avec une diminution du risque de maladie du cœur. Fait que la consommation d'oméga 3, de l'huile de poisson, que sous forme de capsules ou sous forme de gouttes, ça peut être pertinent pour ça. Ouais. Là, mon Teams, il est en train de faire un reboot, fait que je vois plus que c'est que je lisais. Ouais. Mais je vais revenir, ce sera pas long. Donc, potentiellement que ce serait bénéfique de prendre des oméga 3 pour ça. Mais aussi, l'autre aspect qui est super intéressant, c'est au niveau du cerveau. Hein, les oméga 3, ça peut être bon pour la santé mentale, surprenamment. Puis les bénéfices à ce niveau-là, je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est de 1 à 2 grammes. Puis le plus d'effets bénéfiques qui avait été vu, c'était à 2 grammes par jour. Fait que ça va vraiment avoir potentiellement un effet bénéfique au niveau de notre humeur. Fait que ça pourrait avoir des effets aussi sur la dépression pour essayer de diminuer les symptômes dépressifs potentiellement. Donc, si jamais vous consommez pas beaucoup de poissons gras comme le saumon ou la truite, puis que vous voulez essayer de prendre un supplément ou de vous mettre à en consommer sous forme d'aliments, comme le poisson. Il y a aussi des suppléments véganes qui sont à base d'algues, je crois, qui sont disponibles. Ça pourrait être intéressant là, si jamais. Ouais. Et prochaine étude, Rotinian et Al, dans le fond, ils ont fait 3 études, une sur les hommes, une sur les femmes. Puis là, c'était des grosses études, là, vraiment, là, des cohortes de 37 000, 18 000, 13 000 personnes pendant des suivis sur 10, 15 ans, 20 ans. Donc, il y en a une, dans le fond, qui a établi une réduction du risque de 22% de maladies cardiovasculaires chez des femmes qui étaient âgées de 70 ans et plus, qui consommaient moins de 3 portions de fruits et de légumes par jour. Donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Si vous ne consommez pas beaucoup de fruits et de légumes, là, il y avait plusieurs facteurs là-dedans. Là. Il y avait le fait que c'était des femmes qui étaient plus âgées et qui consommaient peu de fruits et de légumes. Bien là, l'utilisation de multivitamines devenait bénéfique à ce moment-là. Parce qu'on sait aussi qu'en vieillissant, les femmes sont autant à risque de développer des maladies cardiovasculaires que les hommes. Là, parce qu'avant la ménopause, ils ont comme certaines hormones qui les protègent plus comparativement aux hommes. En général, sur les multivitamines, c'est quoi la conclusion, là, dans le fond? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que là, on a parlé de plein d'études, là, c'est bien le fun, mais qu'est-ce qu'on en retire, là? C'est quoi ta conclusion de cette section-là dans ton mémoire, dans le fond? Ouais, c'est que c'est bénéfique pour certains contextes précis. En gros, toutes les études que j'ai regardées, là, ils étaient faites en prévention primaire. Donc, c'est pas des gens qui ont déjà eu des événements coronariens, par exemple. Mais on remarque que dans les multivitamines, il y a certains éléments précis qui sont bénéfiques pour la santé, peu importe la situation. On parle de l'acide folique, donc la vitamine B9. Il y avait la vitamine E aussi qui était intéressant d'utiliser. Il y avait aussi, si vous consommez peu de fruits et de légumes, ben, ça peut vraiment être intéressant d'aller prendre des multivitamines. Puis moi, ma conclusion personnelle par rapport à ça, bon, on va le dire à la fin du podcast, là, mais c'est que c'est une sorte de police d'assurance. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'effet négatif associé à la prise de multivitamines. Ça coûte environ 15 sous par jour, je l'ai calculé, si vous achetez des grosses bouteilles. Puis vous êtes sûr d'aller chercher tous vos micronutriments que vous avez besoin pour une bonne santé. Puis ça ne veut pas dire de commencer à manger des trucs qui ont été ultra raffinés puis qu'il n'y a plus aucun nutriment dedans. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Mais ça veut dire que ça peut être une police d'assurance surtout pour des populations qui sont peut-être plus vulnérables. Fait que dans certaines études, on parlait des femmes qui avaient peut-être tendance à avoir plus de risques, peut-être un peu. Euh, on parlait aussi des gens qui étaient plus âgés. Là, c'est sûr que si vous avez déjà un événement cardiovasculaire, ben là, ça serait intéressant de venir optimiser sa santé. Puis sinon, c'est quoi? Ouais, faible consommation de fruits et de légumes. Une alimentation qui serait plus faible en nutriments, c'est sûr que ça va être vraiment pertinent de venir utiliser ça. Ok. Moi, je t'envoie, je vais te dire plusieurs situations.
Puis je veux que tu me dises si tu recommanderais ou pas, ou tu sais, ce serait quoi ton opinion par rapport à la prise d'une multivitamine dans cette situation-là. OK. Proposition 1. Dans le fond, je suis un jeune en pleine forme, j'ai des bonnes habitudes alimentaires, tu sais, je mange bien des protéines, je mange bien des fruits et des légumes, je fais du sport, je m'entraîne, puis tu sais, je mange amplement pour, tu sais, en termes de quantité, en termes d'énergie, je mange assez pour supporter mon entraînement, puis je mange des fruits et légumes en masse. Puis là, je me demande, est-ce que je devrais prendre une multivitamine? Selon toi, est-ce que tu me dis oui, est-ce que tu me dis non, est-ce que tu me dis peut-être, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, je dirais peut-être. Après ça, ça revient à la personne, mais tu sais, dans cette situation-là, tu n'en as pas vraiment besoin. Tu sais, de la façon que tu me décris ça, tu n'en as pas de besoin. Où les chances que j'en ai besoin sont faibles, Ils sont quand même. vraiment faibles, tu sais. C'est Mais pas après ça, impossible que ça ait un bénéfice, mais c'est ça. il y a peu de chances. OK. Après ça, qu'est-ce que tu peux faire? Si l'argent, c'est pas un problème, ben, tu sais, tu peux en acheter. Tu peux essayer pendant un bout. Si tu vois qu'il y a une différence, ben là, good, on continue. Si tu en prends pendant un bout et il n'y a pas vraiment de différence, ben, tu peux juste arrêter, là, tu sais. Mais mettons que je suis un nerd freak, puis que moi, je veux optimiser, là. Je veux être le Mhm. plus en santé que je peux, là. Puis là, je me dis, ouais, mais tu sais, c'est vrai, peut-être que si je prends la vitamine ou je la prends pas, je vois pas de différence physiquement, j'aurai pas de symptômes, mais je me dis peut-être que si j'ai une petite carence dans quelque chose, exemple, je sais pas, je suis pas capable d'absorber une certaine vitamine ou un certain minéraux aussi bien que les autres. Puis là, je me dis, ah, mais là, si je prends ça, je vais être sûr d'en avoir assez. Parce que peut-être que cette carence-là est pas assez grosse pour me causer des symptômes, mais qu'à long terme, je me dis, ah, mais là, peut-être que je vais avoir plus de risques de maladie un petit peu plus si j'ai une carence dans telle vitamine ou nutriment que je peux pas te dire c'est quoi, genre. Tu penses-tu que ça pourrait, vu qu'on parle de quelques scènes, genre, pis que moi, je suis vraiment full healthy, full nerd là-dessus, puis je suis comme, je veux l'essayer de le prendre, y aurait-tu comme des potentiels négatifs à le prendre? Parce que des fois, on pense aux suppléments, pis on est comme, bon, ben, Non, je... au pire, ça fait quelque chose, ou au pire, ça fait rien, mais des fois, ça peut avoir des effets négatifs qu'on pense pas. Tu penses que la vitamine, la multivitamine, ça peut avoir des problèmes si je Bon, prends ça? honnêtement, j'ai pas vu d'effet négatif là, qui était associé à la prise de multivitamines, là. Peut-être que tu respectes pas la posologie, là. Tu sais, Mhm. si t'en prends genre 8, c'est sûr que c'est pas bon, là. Effectivement. Mais le but de la multivitamine, c'est que c'est fait pour juste en prendre une capsule par jour. C'est fait littéralement pour ça. Puis mettons, pour quelqu'un qui serait free, qui veut vraiment optimiser tout, ben je dirais que juste d'en prendre une, juste l'aspect psychologique, là, tu vas comme être rassuré, tu vas être content, Ouais. tu vas être heureux, tu vas te sentir bien. Fait que là, à ce moment-là, juste ça va améliorer ta santé, je suis convaincu. Versus t'en prends pas, puis là, t'es comme plus nerveux ou whatever, là. Fait que, ouais. OK. Puis l'autre chose que je dirais aussi par rapport à ça, parce que j'ai quand même réfléchi aussi, ben, c'est que, premièrement, comme tu as dit, la posologie est super importante. Tu sais, si c'est une par jour, c'est une par jour. Puis si je le combine, tu sais, par exemple, je prenais déjà un supplément de vitamine D, puis là, je prends une multivitamine qui contient aussi la vitamine D, s'assurer que ça ne devient pas tu sais, une quantité un peu trop haute là, de vitamine D ou de peu importe quelle autre vitamine, minéraux que je prends. Puis également aussi, je dirais, tu sais, faire attention à la marque, là. Tu sais, s'assurer que c'est une marque, tu sais, qui est quand même connue, tu sais, qui sort pas de nulle part d'un site web, tu sais, un peu étrange, là, pas tant connu avec, tu sais, qui a l'air un peu bizarre, là. Dans le sens que, tu sais, des fois, ça Achète peut ça à la arriver que, pharmacie, en gros, c'est ça que ça veut dire. c'est ça, une Achète-la à la marque à pharmacie, là. pharmacie qui est, tu sais, qui est une marque populaire, là, qui est connue, tu sais, qu'on a dit Centrum, là, il y en a plusieurs autres, là. Mais tu sais, parce que après ça, c'est là que si c'est une marque vraiment bizarre par rapport, tu sais, sur un site, que tu pourrais avoir potentiellement des risques qu'il a été contaminé avec quelque chose. Fait que là, ça pourrait être, tu sais, tu veux le prendre, tu sais, tu veux prendre ton supplément, tu veux que ça ait un effet bénéfique ou au pire que ça soit neutre, tu veux absolument pas que ça ait un effet potentiellement négatif sur ta santé. Fait que je pense que c'est ça que je dirais de faire attention, là. Ouais. Fait que, on va enchaîner maintenant avec les diètes, la section diète du mini-mémoire. Fait qu'en gros, la première étude, Kucha et al., ils ont évalué deux groupes, un qui était omnivore, donc qui consommait de la viande, et l'autre qui était végétalien, donc vegan, fait que pas de viande, pas de produits laitiers, pas de poisson, pas rien. Et donc, dans les deux cas, ben, en fait, ok, bon. Dans le fond, entre le groupe végétalien et omnivore, le groupe végétalien avait un profil lipidique qui était plus bas pour ce qui est du cholestérol total puis du LDL. Donc, probablement associé à une consommation plus faible de gras saturés,
ou de lipides en général. Fait que c'est ça. Il y avait une autre étude de Landry et al. Qui évaluait des jumeaux, en fait. Donc, un jumeau consommait végétalien, puis un consommait omnivore pendant 8 semaines. Puis les diètes étaient contrôlées par des livraisons de repas préparés. Donc, dans les deux cas, les aliments étaient considérés sains, là, de l'alimentation peu transformée. Et donc, il évaluait la différence entre le LDL. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que la diète végétalienne avait un meilleur taux de LDL, ben, un taux plus bas de LDL. Puis il y avait aussi une amélioration des niveaux de glucose puis d'insuline. Fait que c'est cela. Y avait-tu une perte de poids associée avec les différentes diètes? Ben ça n'a pas été évalué, mais j'ai une étude qui évalue une perte de poids, là. Ben, la prochaine, c'était par rapport à Non, ça. parce que des fois, souvent, ça va arriver qu'on va comparer une alimentation, on va prescrire une alimentation comme végétalienne versus une alimentation omnivore entre les deux. Puis les végétaliens vont consommer plus de fibres, plus de fruits et légumes, Mhm. souvent. Puis là, après ça, tu vas Fait que ça avoir va des faire un déficit améliorations. calorique. Mais souvent, c'est ça, tu vas avoir une perte de poids qui va être associée. Fait que là, tu sais, c'est comme pas tout à fait comparer la même chose parce qu'on sait que perdre du poids ou perdre de la masse adipeuse, ça va avoir un impact sur ton cholestérol sanguin puis tout ça. Donc, si, mettons, on voulait comparer la même chose, tu voudrais que les calories soient pareilles ou en tout cas que le poids des individus se maintienne parce que sinon, ça serait comme comparer diète végétalienne avec un déficit calorique à une diète omnivore, mais à maintenance de calories, ce qui est pas tout à fait la même chose, là. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu l'étude la plus intéressante selon moi, là, on va finir là-dessus, là. Ouais, vas-y. C'est Sophie et Al, c'est quelle année? 2018. Euh, En gros, ils ont évalué diète lacto-ovo-végétarienne, fait que ça inclut du produit laitier et des œufs, versus diète méditerranéenne hypocalorique. Ben, les deux, en fait, les deux diètes sont hypocaloriques. Puis qu'est-ce que ça a montré? C'est les deux études, ben, il y a une perte de poids parce que c'est des diètes hypocaloriques, évidemment. Et donc, perte de masse grasse également, réduction des marqueurs de stress oxydatif, de cytokines inflammatoires. Et dans les deux cas, on a une réduction du taux de LDL puis de triglycérides. Là, après ça, c'est il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais tu sais, c'est vraiment similaire, on s'entend. Là. Fait que c'est difficile de dire quelle diète a été meilleure que l'autre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que d'avoir un patron alimentaire qui est relativement sain, donc dans ce cas-ci, on peut parler de lacto-ovo-végétarien ou une diète style méditerranéen. En autant que c'était dans une diète hypocalorique, ben c'est là qu'on est allé chercher le plus de gains en termes de perte de poids, perte de masse grasse, mais aussi une réduction du stress oxydatif, amélioration du profil lipidique. Donc, c'est là qu'on voit que oui, tu sais, la diète à base de plantes, c'est prometteur, mais tu sais, par exemple, la diète méditerranéenne, où il y a également du poulet, ben, tu sais, ça fonctionne quand même en autant qu'on respecte un patron de base, là, tu sais, où on est dans une situation, par exemple, hypocalorique si on veut perdre du poids, puis qu'on inclut quand même des fruits, des légumes, des grains entiers. Là, tu sais. Dans le fond, si, ok, si je comprends bien, le type d'alimentation qui va te permettre de perdre du poids, perdre de la masse adipeuse, va potentiellement être la meilleure pour ta Ouais, santé. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? oui, ben c'est ça. En gros, c'était un peu ça ma conclusion. Là. Dans ma présentation à l'école, j'avais fait une conclusion qui s'appelait les applications cliniques. Donc, la question que je posais, c'est quoi les gestes qui ont le plus d'impact sur la réduction du risque de maladies cardiovasculaires? Le premier point, c'était le changement alimentaire qualitatif. Donc, si par exemple, vous consommez une alimentation qui est ultra transformée principalement, qui contient, que vous êtes en excès calorique aussi, puis que contient beaucoup de lipides, surtout des gras saturés, beaucoup de sucre, fait que là, qu'on va développer d'autres maladies chroniques, par exemple, comme le diabète, l'obésité, tout ça, ben là, c'est sûr qu'on augmente notre risque également de maladies cardiovasculaires. Mais à l'inverse, si on y va vers une alimentation qui est peu transformée, constituée principalement de fruits, légumes, grains entiers, des noix, des graines, on peut également inclure des viandes maigres. C'est pas ça qu'on étudie dans mon étude, mais moi, je me permets de l'inclure parce que je pense que c'est quand même la situation de la majorité des gens qui sont omnivores. On a également du poisson, des produits laitiers qui sont relativement faibles en gras. Là, on parle de lait 0 ou 1%, de yogourt de 0 à 2%, puis de fromage 20% de matière grasse et moins. Puis inclure des huiles végétales qui sont bonnes, là, par exemple, l'huile d'olive extra vierge, par exemple.
Puis après ça, l'autre point super important, on fait ce patron alimentaire-là principalement. Puis, très important, éviter les excès caloriques, excès de gras saturés, puis des aliments ultra transformés, selon la règle du 80-20 qu'on a déjà parlé au podcast, le 80% plus sain, puis 20% d'aliments ultra transformés, ça peut faire partie de notre balance alimentaire. Puis, écoute, ça va être qu'est-ce que moi je pense, puis toi, tu peux être d'accord ou pas, ou corriger qu'est-ce que tu penses pas, mais tu sais, quand on dit de manger plus de fruits et légumes, plus de grains entiers, protéines maigres, etc., tu sais, oui, c'est parce que ces aliments-là contiennent, tu sais, plein de choses qui sont bénéfiques pour la santé, mais au-delà de ça, je pense que la majorité du bénéfice qu'on va observer, c'est que quand les gens consomment plus de ces aliments-là, mais c'est qu'ils sont capables de perdre du poids puis de maintenir un poids, tu sais, plus bas, tu sais, qui a moins d'adiposité dans le fond. Puis ça va être vraiment. Puis c'est pas populaire de dire ça là, en nutrition en 2025, là, surtout au Québec, mais c'est vraiment le plus gros impact que ça va avoir sur tu sais, le risque de maladie du cœur puis de plein d'autres maladies, ça va être ça. Puis en deuxième, là, après ça, c'est sûr, là, les fruits et légumes, là, t'as toutes les vitamines minéraux, t'as les phytochemicals, les produits Phytonutriments. chimiques dans les plantes, Ouais. tu sais, les antioxydants, etc., qui vont être bénéfiques. Tu sais, les protéines, c'est sûr, ça va aider au niveau de l'appétit, ça va aider si vous essayez de maintenir votre masse musculaire, si vous essayez d'aller en chercher plus. Mais tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la masse adipeuse, ça va aider à maintenir une masse adipeuse plus basse, là. Fait que ça va être une grosse partie du bénéfice. Puis après, c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça. Tu sais, les aliments ultra transformés, même chose, tu sais, dans le fond. Oui, là, on entend beaucoup parler, il y a les colorants, puis il y a, tu sais, telle affaire qui est ajoutée, puis je suis pas trop, puis c'est pas bon. Puis je dis pas que ça c'est bon, c'est pas bon, mais tu sais, en ce moment, on a quand même beaucoup de connaissances sur les additifs qu'on utilise, puis sont utilisés dans des petites quantités. Donc oui, si notre alimentation c'est que ça, ben oui, potentiellement ça va avoir des effets néfastes, mais le plus gros de l'effet néfaste, c'est que souvent ces aliments-là, on va les consommer en excès, on va consommer un excès de calories qui va amener une adiposité excessive. Puis c'est ça le plus gros du problème. Donc, si on les réduit, tu sais, oui, on réduit les additifs, mais c'est qu'on réduit le risque qu'on consomme des calories en excès. Puis ça va nous aider après ça à maintenir un poids santé. Puis si on enlève les aliments ultra transformés aussi, ben on les remplace probablement par des aliments plus entiers qu'on va avoir cuisinés, qui vont potentiellement être plus bénéfiques pour notre santé dans tous les points que je viens de mentionner. Ouais, c'est ça. Fait que alimentation, point numéro un. Point numéro 2, activité physique. Fait qu'une Mhm. combinaison d'entraînement de résistance et cardiovasculaire. Pendant longtemps, pour la santé du cœur, on parlait de juste faire de l'entraînement cardiovasculaire, mais on remarque que l'entraînement de résistance, ça a plusieurs effets bénéfiques pour la santé, pour le maintien de la masse musculaire, puis aussi ça diminue la résistance à l'insuline. Donc, tout ça, il faut voir ça de manière plus holistique. Là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, si on est en mesure de venir faire de l'entraînement cardiovasculaire puis de résistance, ben, on maintient notre masse maigre, on a moins de chances de développer le diabète, obésité, puis après ça, on a moins de risques également de développer maladie cardiovasculaire. Puis c'est sûr que ça fait Cancer, tout cancer. ça C'est aussi. sûr que c'est logique de faire un plus un, que tu sais, tu vas faire de la marche, tu vas faire de la course à pied, tu vas faire du vélo. C'est juste de faire fonctionner son cœur. C'est sûr que ça va être bénéfique. Après ça, fait que là, c'est ça, les deux premiers, c'est ça, alimentation, entraînement. Troisième point, ça serait supplémentation en multivitamines. Là, j'ai écrit que c'est une police d'assurance, ça coûte 15 cents par jour, pas vraiment d'effet négatif. Peut potentiellement avoir des effets positifs, dépendamment si vous avez des carences ou pas. Donc, rendu là, c'est votre choix. On vous a éduqué aujourd'hui sur les effets, tu sais, sur si ça peut faire du sens dépendamment du contexte. Fait que moi, je le recommanderais dans les situations où on veut vraiment être sûr de ne pas avoir de maladie cardiovasculaire. Mais tu sais, commencez pas par l'inverse. Commencez pas avec le supplément, puis vous mangez tout croche, puis vous faites pas de sport. Tu sais. Fait que c'est faut commencer avec patron alimentaire, activité physique, puis après ça, ben, la supplémentation, ça peut, ça peut être une option. Tu sais. Supplémentation en oméga 3, je l'ai rajouté. Ça également, ça coûte 12 cents par jour aussi, je l'ai calculé. Ça va vraiment avoir un impact positif sur nos marqueurs lipidiques. Fait que si vous êtes quelqu'un qui ne consomme pas vraiment de source d'oméga 3 dans son alimentation, pas de poisson, pas de graines, il y a beaucoup ça dans les graines de chia, les graines de chanvre, beaucoup d'oméga 3.
Si vous consommez pas ça sur une base régulière, ben, ça peut être intéressant de venir supplémenter en oméga 3. Il y a vraiment beaucoup d'études là, qui sont en train de sortir qui disent que c'est vraiment bon d'avoir des, beaucoup d'oméga 3 là, chaque jour, environ 2 grammes par jour, là, je pense qu'on disait. Là. En moyenne, là, tu sais, si vous consommez beaucoup de poissons, mais pas tous les jours, c'est pas grave, là. C'est ça. Puis, dernier point, si, mettons, vous savez que dans votre famille, il y a des antécédents de maladies cardiovasculaires, ben, c'est vraiment de définir, fait aller faire une prise de sang, voir c'est quoi son bilan lipidique avec son médecin, avec son nutritionniste si vous avez besoin, puis vraiment suivre ça au fil des ans. Fait que, tu sais, si vous savez que vos parents avaient ça, ben là, vous, c'est important d'aller faire Vos un suivi. grands-parents, vos Ouais, parents, etc. c'est ça. C'est ça. Si t'as un parent, tu sais, qui est mort assez jeune de maladie cardiaque, ça, c'est un signe que, tu sais, il y a des risques plus élevés de faire de l'hypercholestérolémie familiale. Tu sais tu sais, quand on parle de tous les facteurs de risque, mais tu sais, ça, c'est comme des gens que tous ces facteurs de risque sont comme x10 pour eux. Puis potentiellement que, tu sais, on a des médicaments aujourd'hui qui vont pouvoir, tu sais, vraiment aider à prévenir ça là, davantage, là, surtout pour ces gens-là qui sont génétiquement plus à risque. Fait que vraiment, là, c'est vraiment aller voir son médecin, puis avoir des rendez-vous réguliers pour garder un œil là-dessus, là. Exactement. Fait que, en gros, ça fait le tour pour cet épisode-là. Fait que je sais pas si tu avais des plugs à faire. Non, écoute, petit épisode plus relax, là, ben relax, on a vu pas mal d'études, plein d'affaires, là. Tu sais, c'était quelque chose qu'on avait déjà, que tu avais déjà préparé d'avance. On est dans notre mode de stage de gestion, là. On est pas mal rushé en ce moment, mais on veut quand même pas vous laisser tomber, puis continuer de vous offrir notre podcast à chaque semaine pour ceux qui nous écoutent. Fait qu'on est vraiment content que vous soyez là, que vous nous écoutiez. Là, ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Puis si vous avez des questions ou si vous voulez participer à une discussion avec nous, allez dans les commentaires. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Laissez-nous un like si vous avez aimé. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe à quel moment vous écoutez ça. Puis, Mindset Croissance, on se voit la semaine prochaine. Salut!